J'aimerais faire un petit point sur cet événement NEC. NEC existe en métropole. Il y a eu 5 éditions. Seule La Réunion est le département qui a mené aussi ces 5 éditions. Et à ce titre, il y a bien une surprise vidéo auquel personne ne s'attend. Eh ouais, j'ai été dans la confidence d'une surprise et je suis ravi de vous la présenter en vidéo. Bonjour à toutes et à tous. C'est un peu spécial parce que du coup, je fais l'exercice de vous souhaiter un excellent 5e anniversaire de Numérique en commun tout en venant vous rejoindre puisque je suis à Orly et je m'apprête à embarquer. Voilà, non simplement pour féliciter les équipes et féliciter Daniel. 5 ans, c'est pas rien. C'est 5 ans pour le NEC national, mais c'est aussi 5 éditions locales. Je crois que vous êtes les seuls aujourd'hui. Donc je suis ravi de vous rejoindre et de fêter ça avec vous dans quelques heures lors du NEC Réunion 2022. À très vite. Et bonjour La Réunion. C'était pour vous souhaiter évidemment un très très joyeux anniversaire au nom de la MENUM pour ce NEC qui maintenant s'est durablement installé sur le territoire. Des bises Daniel, des bises Christophe. Oui, coucou Daniel, tu vois, je suis encore à l'aéroport. Me revoilà à La Réunion. Donc là on va décoller. Voilà, et ben bravo pour tous ces NEC que tu as réussi depuis l'origine des NEC. J'espère qu'il y en aura encore plein et que je reviendrai encore te voir à La Réunion. Eh ben écoute, bravo et puis longue vie à la médiation numérique réunionnaise. Bonjour Daniel et bonjour à toute l'équipe du NEC La Réunion. Je tenais à amener ma petite contribution aujourd'hui dans le cadre de l'organisation de la 5e édition du NEC La Réunion et vous partager 3 temps forts qui ont concerné dans un premier temps la rencontre de la Martinique en la personne de Stéphanie Africa et moi-même lors de la première édition du NEC national qui avait eu lieu en 2018 à Nantes. Donc ça a été un moment important pour nous, je tenais à t'en faire part, depuis la Martinique. Pourquoi ? Parce que ça a été le moment où déjà tu as réussi le challenge, et pas des moindres, de rassembler l'ensemble des acteurs de la médiation numérique durant cet événement. Et donc nous avons aussi eu l'occasion de faire connaissance et puis de travailler en commun sur nos projets respectifs d'inclusion numérique à l'échelle de nos territoires. Et là, je tiens à te dire bravo. Bravo pour la démarche que tu as entreprise. Bravo pour ton engagement en faveur des personnes éloignées du numérique. Bravo pour ton discours toujours rassembleur et cette dynamique que tu as impulsée en 2018 et qui a changé, je pense, la vie de beaucoup de tes partenaires, tout territoire confondu. Je reviendrai aussi sur ton invitation cordiale et chaleureuse que tu nous as faite à Stéphanie Africa et moi-même à participer à ton NEC en 2019 et le soin que tu as pris pour nous accueillir et puis nous permettre d'intervenir lors de ton événement. Sache que nous avons beaucoup apprécié la démarche et elle nous a été aussi très constructive. Merci beaucoup pour cela. Enfin, je terminerai cette petite vidéo, Daniel, pour te remercier. Te remercier d'avoir bien voulu participer à notre NEC Martinique qui a eu lieu en octobre 2022 et pour lequel, là encore, tu t'es impliqué plus qu'il ne fallait même, plus que nous l'escomptions. Et je tiens à te dire que ta participation, ton témoignage a aussi largement contribué à la réussite de ce NEC Martinique. Donc, au regard de tous ces éléments que je tenais à te partager, à vous partager, je ne peux que te souhaiter un excellent NEC La Réunion 2022. Je ne peux que te souhaiter de la réussite et surtout que nous restions ensemble dans cette dynamique de coopération entre territoires pour avancer sur ce sujet majeur qu'est l'inclusion numérique des personnes qui en sont éloignées et ainsi apporter notre petite pierre à l'édifice. Allez, je vous embrasse depuis la Martinique, bon NEC et à très vite.
Bonjour, c'est le message pour Daniel. Bon, je risque de ne pas être aussi à l'aise que lui pour raconter des histoires. Parce que pour moi, Daniel, c'est avant tout un conteur, comme j'ai pu les découvrir quand je suis venu vous visiter à La Réunion. C'est avec Daniel que j'ai découvert ce que c'était que la langue créole. Merci, je garde toujours précieusement ma tasse avec moi. Mais c'est avec lui aussi que j'ai découvert beaucoup d'autres sujets. Je me souviens de la première discussion qu'on a eue ensemble, c'était au sujet du projet de Fab Lab de La Réunion, qui aujourd'hui est une grande réussite, et je le félicite pour ça et pour tout le reste de ce qui a été fait. On a eu après beaucoup de discussions qui sont toujours parties dans tous les sens. On parlait en même temps de machines à déceler la morue et des techniques pour le faire, sur l'osmose, ce genre de choses, et en même temps de comment on faisait pour embaucher des gens en emploi d'avenir du numérique sur le territoire de La Réunion, ce qui a d'ailleurs effectivement été là aussi un projet qui a été très très bien mené. Ça a été bien mené parce que, et c'est ça que j'apprécie avec Daniel, c'est d'avoir un compagnon, un camarade ou un ami qui est en capacité toujours de s'investir avec beaucoup de pugnacité et avec beaucoup de sérieux dans tous les sujets et surtout avec un grand enthousiasme. Il est capable en même temps de vous parler des affaires de famille du Conseil général du 93 et de ceux des petits villages du cirque de Moffat avec beaucoup toujours de gentillesse et puis de poésie dans tout ce qu'il raconte, et en même temps de suivre le sujet avec un grand sérieux, d'être toujours à la pointe des dernières informations, de nous informer sur tout ce qui se passe dans le territoire, sur quel sujet il faudrait qu'on aille. Bref, c'est toujours un régal en tout cas, et je voudrais te remercier Daniel, à la fois pour ta curiosité, pour toutes ces 10 dernières années durant lesquelles on a pu travailler ensemble et où j'ai pu être associé à tous tes sujets, que ce soit sur le numérique, sur l'outre-mer en général, ou y compris sur la sève de peuplier, parce que c'est aussi un des sujets avec lesquels on a pu longuement discuter. En tout cas, j'espère que tout va bien de ton côté. Je te remercie vraiment pour tout ce que tu as fait et je te souhaite un bon anniversaire et une bonne continuation. À très bientôt. Peut-être simplement, et avant d'applaudir encore plus fort Daniel, il manquait une personne, mais je sais que ça compte pour toi et je l'ai eu avant, il n'a pas eu le temps de faire une vidéo, donc il m'a chargé de te le dire et de te remercier à sa place, puisque c'est Pierre-Louis Roll, donc, qui est directeur stratégie innovation à la NCT, qui entre autres opère le programme Société numérique et travaille beaucoup avec nous sur le CNR en ce moment. Voilà, il me chargeait de te féliciter aussi, il n'a pas eu le temps de faire une vidéo, mais il te remercie, il félicite les équipes. Et ainsi que ta participation pour ces 5 NEC. Bravo Daniel. Merci, merci beaucoup. Vous avez tous su toucher ma corde sensible par qui dur. Voilà. Je vous promets que je n'ai pas payé pour ce reportage. Quelle belle surprise. Merci à vous tous. C'est vrai que c'est une aventure qu'on mène depuis 10 ans, avec toutes ces personnes, avec des nouveaux venus, petits jeunes. Il me disait hier, il a 35 ans, vous imaginez. Mais bravo, parce qu'en fait, il va booster encore cette dynamique qui a été mise en place par les vieux de la vieille. Moi-même, enfin bon. Pierre-Louis, qui dirige la mission Société numérique, en 2016, dans une maison du département de Lozère, froide fin novembre, débutait. Ça s'appelait encore l'agence du numérique. Maintenant, c'est le directeur et tout. Donc, je les vois tous passer, qu'ils continuent. Moi, je vais m'arrêter dans pas longtemps. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci aussi à vous tous. C'est vous qui permettez ce truc-là. Moi, tout seul, sans vous, je ne vois pas ce que je ferais comme programme d'inclusion numérique ou comme action. Vous, les partenaires, qu'ils soient publics, privés ou autres, et surtout ceux qu'on ne voit pas assez souvent, sauf peut-être dans la dernière restitution. On a beaucoup parlé de celui qui doit être tout le temps au cœur du dispositif, c'est le bénéficiaire. Donc nous travaillons tous pour lui, en fait. Voilà. Bon, ben ça, c'était la surprise. Alors mes papiers, mes machins, mes trucs, je peux les jeter maintenant, puisque on a tout chamboulé. Mais on va redonner le fil à Brice. Encore une fois, merci à vous tous qui avez permis ce que les autres apprécient, ce que nous faisons ici, ailleurs, en commun. Les Outre-mer, c'est vrai qu'on avait commencé à réfléchir avec Laurent avant 2016. Et en 2016, on a tapé un petit coup sur la table lors des 4e assises
de la médiation numérique qui ont disparu d'ailleurs. C'est pas nous qui avons fait disparaître ça, c'est la gouvernance qui a changé, c'est l'appellation qui a changé avec un petit trou en 2017. Et en 2016, on a écrit, je l'ai chez Solidarnum. J'ai lu une déclaration parce qu'encore une fois, c'est tombé sur le plus vieux de la bande qui était destinée à Madame, on dit ministre, Axel Lemaire, pour dire les Outre-mer, nous avons des spécificités. On ne rentre pas complètement dans votre moule. Vous bossez beaucoup, vous faites beaucoup de choses, mais on a besoin, nous, de compléter, de laisser peut-être tomber des parties qui vous semblent intéressantes en métropole, mais nous avons, nous, des spécificités. Écoutez-nous. Et ça a été... C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd lorsque ça dure un petit peu, vous savez, les délais des appels à projets nationaux, des analyses, des retours pour explications, les passages devant jury. Ça a conduit en 2019 à des hubs outre-mer, 2, Antilles-Guyane et nous, ultranumériques, pour montrer, dans cette première vague de hubs qui ne couvrait pas la France entière, que tous les outre-mer avaient été entendus. Voilà. Donc c'est grâce à vous qui me poussez à chaque fois en disant on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Ici, depuis 2018, puisque c'était avant la réponse à l'appel à projet pour ces hubs, en 2018, on avait, c'était l'atelier 6, je crois, qui avait travaillé sur les spécificités, les apports du numérique au territoire. Et puis on est parti là-dessus avec le club Mednu, mais je vais vous en reparler dans un instant. Merci, Monsieur Mambrive. Effectivement, vous allez rester avec nous dans quelques instants parce que je vais faire quelques mètres pour déplacer un instant le chevalet qui nous permettra d'avoir un bon accès au micro puisque c'est l'heure de refermer, c'est l'heure de la clôture officielle de NEC 974, 5e édition. Et une nouvelle fois, on va retrouver donc le temps que Daniel Mambrive reprenne ses esprits et son discours pour nous faire donc son discours de clôture. C'est à vous, Monsieur le Président de Solidarnum. Merci Brice. Nous allons procéder un peu comme hier, c'est-à-dire qu'on on vous appellera au fur et à mesure. Brice, il a la feuille de match, il appelle cette saison. Il vous appellera pour tirer votre penalty. Donc, je vais vous dire 2 mots pour cette clôture 974. Je ne vais pas repartir dans le protocole que je me suis un petit peu appliqué à respecter hier. Et aujourd'hui, je vais juste vous dire, mesdames et messieurs, en vos grades de qualité. D'autres l'ont fait avant moi hier, donc je profite. Je vais vous remercier le plus chaleureusement possible, en commençant par encore et toujours la région Réunion pour son accompagnement sans faille depuis le début de la mise à disposition du MOCAD en 2018 et puis tous les ans. En 2020, ils ont voulu transporter le MOCAD dans le siège Solidarnum puisqu'on était confinés, mais c'était un peu compliqué. Je remercie aussi vous tous pour vos participations à ce NEC 974, 5e du genre. Certains étaient là, certains étaient là en 2018. Je m'en rappelle, j'ai encore ce peu de mémoire. Et je vais aussi placer mes remerciements envers des équipes dévouées et assidues que vous avez vu œuvrer avec des noms dans le dos. L'équipe NEC 974, l'équipe Casse Fabrique ou autres. C'était les équipes de l'AFPAR, des stagiaires de la formation MAN dont parlait Cédric Robert tout à l'heure, qu'on veut tous ensemble. C'est quelque chose qu'on travaille avec M. Serge Meurgue et les autres ingénieurs formation de l'AFPAR pour en faire un vrai titre professionnel parce que le CCP 1, comme l'a dit Cédric, c'est un vrai titre professionnel pour nous. Voilà. Donc, ce sont des futurs diplômés CCP 1. Je ne vais pas pouvoir les examiner cette année, je serai jugé parti. Et puis, les stagiaires de Casse Fabrique. D'ailleurs, vous avez pu apprécier, j'espère, les créations de qualité de plus en plus grandes qui étaient proposées au fond de la salle 400 de Casse Fabrique. Je ne saurais oublier aussi des partenaires du premier jour pour leurs apports. Je renouvelle ces remerciements à l'AFPAR, parce que là, on est vraiment maintenant dans la partie accompagnement, réflexion, le think tank du NEC 974, l'IRSAM, collectif, j'en passe. Vous avez aussi repéré des visages un peu plus pâles que la moyenne. C'était les équipes de la Mednum
de la coopérative Prisme et en cours d'acclimatation, Constance Bravet de Thésis. Je les remercie. Ce sont de vifs remerciements d'avoir fait le déplacement, de m'avoir fait ce cadeau tout à l'heure, à l'instant, pardon. Et je vais passer juste deux petites lignes, on va dire, pour parler du Club Mednum. Le Club Mednum, avec ces derniers temps, a moins fonctionné qu'à ses débuts. Donc le think tank de l'inclusion numérique à La Réunion, ce Club Mednum 974. Trigano ne m'a pas fait de procès, donc je n'ai pas eu de gros budget pour continuer. Non, plus sérieusement, on a évoqué avec mes équipes, c'est de dire 12 thématiques abordées, 12 mois. Non, quand même, ça ne va pas être aussi simple. C'est-à-dire que tous les mois, nous allons faire un mini-nec sur une thématique. Un après-midi, Moka peut-être, je ne sais pas, on verra selon l'affluence ou les disponibilités, les partenaires ou autres, pour reprendre peut-être les thématiques qui nécessitent celles qui ont conduit des feuilles de route aujourd'hui et vraiment ne pas les laisser tomber. Je voulais aussi vous donner mes impressions à chaud sur ce NEC 974. Nous avons toujours, je me mets dedans, je n'ai pas fait grand-chose, nous avons toujours aussi bien travaillé que les 4 années précédentes avec 1 plus 12 séquences. La 1, c'est le mini-séminaire dont parlait Annabelle tout à l'heure, qui ont été restituées. Nous avons aussi entendu des collectivités que nous attendions autour de cette table. C'était le département, la Sinour-Saint-Denis. Vous ne pouvez pas savoir à quel point j'appréciais leurs engagements et parce qu'ils vont sûrement faire se manifester les autres. La région sera peut-être plus toute seule. Et puis aussi, j'ai l'impression qu'un travail de la plus haute importance, ça c'est sûr, il a été confié à notre hub, celui de fabriquer le territoire par le territoire et demandé par monsieur le ministre Jean-Noël Barrot. Je l'ai dit hier, je ne vais pas rabâcher, ça va faire un radoteur. Mais nous avons donc un kit qui est mis à disposition avec Clarisse, mais qui est prise. Ils bossent comme des fous. Elle est en visio là, en ce moment avec Paris. Clarisse qui a accompagné Guillaume dans la délégation de la Mednum a concocté un kit qui sera utilisé au niveau national et donc par nous, bien sûr. Ce kit, il va servir à réaliser l'exercice du Conseil national de la refondation volet numérique pour le territoire. L'exercice que nous allons réaliser parce que Guillaume, je donnerai la traduction, mais ça y est, en 2 jours, je crois qu'il commence à bien comprendre les trucs. Nous comptons sur eux autres. Parce que ça, c'est pas Solidarnum, c'est pas Solidarnum Région, même si on se réunit très souvent et que nous travaillons, qu'on va pouvoir faire ça. C'est encore une fois avec vous, les autres partenaires. D'ailleurs, un formulaire va très vite vous être diffusé, car le calendrier est assez contraint. Il a été un petit peu desserré, d'ailleurs j'ai pu même m'enlever la cravate, parce que Guillaume et Pierre-Louis Roll ont convaincu au niveau ministériel que c'était pas jouable de rendre une copie le 6 janvier. Bon, quand on nous a présenté ça le 23 novembre, je n'ai pas eu besoin de dire faites CAF, machin truc. Les hubs de métropole ont dit que ce n'était pas possible de rendre quelque chose le 6 janvier en cette période de fin d'année. Donc la semaine prochaine, on va préparer l'action du débat pour représenter notre contribution au Conseil numérique de la refondation, le Conseil national de la refondation volet numérique. D'autres ont déjà parlé, vont parler encore tout à l'heure, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. À la fin de ces allocutions, nous allons vous demander encore de rester à votre place pour une petite séquence sympathique. Pas prévu, il n'y a aucun programme qui en a parlé. Ensuite seulement, vous serez libérés, mais pour passer un moment convivial et de réseautage là-dessus. L'anniversaire pour les 6 ans, c'est moins sexy qu'un anniversaire pour les 5 ans, mais il prouvera que NEC 974 s'est inscrit dans la durée grâce à vous. Je vous remercie. Merci, monsieur Montbrive. Je vais accueillir monsieur Thierry Clichet, s'il vous plaît, à venir me rejoindre. Monsieur Clichet est administrateur général des finances publiques, ici à La Réunion. Je vous laisse emprunter le couloir pour rejoindre votre micro. Bonjour à toutes et à tous. Je suis simplement administrateur des finances publiques, pas général, mais bon, c'est pas grave, mais c'est juste pour établir. Je suis l'adjoint du DRFIP qui, lui, est administrateur général des finances publiques.
Donc simplement, donc du coup, merci de l'invitation déjà, parce que c'est important qu'on soit présent, parce que l'administration des finances publiques effectivement déploie un nombre conséquent de services publics numériques, et donc a un rôle majeur et un moteur à jouer pour faire en sorte, notamment dans les territoires ultramarins, que l'ensemble de nos publics puissent bénéficier de ces services, et que la notion de service public universel ne soit pas qu'un vain mot, effectivement, mais que le service public soit au bénéfice de tous, et notamment des plus démunis. Comme vous le savez tous, la transformation numérique est le carburant de la transformation des organisations depuis pas mal d'années, et la DGFiP n'y échappe pas. Alors, qui dit transformation numérique, ça va au-delà de la simple dématérialisation d'un imprimé, mais ça implique une refondation de nos méthodes de travail, de nos espaces de travail, de la dimension managériale, du contenu des métiers, mais également du lien social. Parce qu'effectivement, il ne s'agirait pas pour les plus démunis, qu'il s'agisse des migrants, des bénéficiaires du minima sociaux, des personnes qui sont en quête d'emploi, que le numérique constitue une double peine. Donc on doit veiller, de par les moyens qu'on déploie, à faire en sorte que ces personnes ne soient pas victimes d'une exclusion supplémentaire ou de discrimination. Et l'un des leviers essentiels dont on dispose pour ce faire, c'est de penser la complémentarité numérique et physique dans une logique d'inclusion. Le choix qu'on a fait à la Direction générale des finances publiques, c'est maintenir de l'humain. Et à mon sens, c'est essentiel sur un territoire comme celui-ci, et notamment dans l'ensemble des territoires ultramarins, mais pas que, ça vaut également pour pas mal de départements de métropole. Et en quoi ça consiste ? Ça veut dire qu'à côté d'outils numériques de plus en plus développés, et sur lesquels on bâtit même nos changements d'organisation et de méthode de travail, et qui se doivent d'une qualité au moins aussi équivalente à celle que vous connaissez dans vos usages privés, on fait en sorte, à côté des canaux téléphoniques, des canaux numériques, de maintenir des accueils physiques. Vous le savez tous, lors des grands rendez-vous citoyens que sont les campagnes d'impôt sur le revenu ou les périodes de paiement, il est toujours possible d'avoir des rendez-vous téléphoniques, des rendez-vous en physique, et même de se déplacer dans nos centres des finances publiques sans rendez-vous, où il est toujours possible d'avoir affaire à un interlocuteur physique. À côté de ça, bien entendu, aussi, on a recours à l'ensemble du dispositif d'accompagnement qui existe sur le territoire, à travers les espaces France Service, déjà plus de 28 sur ce territoire. On a également recours à une forme c'est un peu les écrivains publics du monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire la possibilité qui est offerte de déléguer certaines démarches administratives et numériques à des aidants numériques. Ça, c'est également un progrès. Et puis, bien entendu, on compte beaucoup aussi sur la formation, qui est permise notamment par les efforts faits par les collectivités à travers ce qu'on appelle les passes numériques, qui permettent aux personnes exclues du numérique, via un accompagnement, de faire en sorte demain d'être moins étrangères à tout ce qui est outils numériques. Donc tout ça sur ce premier point, tout ça pour dire, même si les méthodes de contact et d'échange avec l'administration, et quelle que soit l'administration, se faisant de plus en plus numériques, la DGFiP a fait le choix, contrairement à d'autres administrations, de maintenir une possibilité d'accueil physique et ou téléphonique. Et ça me paraît essentiel, et c'est quand même un axe fort qui a été développé par les finances publiques. Parce que c'est vrai que le numérique a pour avantage de s'affranchir de la dimension spatiale. Avec un smartphone ou un ordinateur, tout à chacun peut bénéficier de ces services publics numériques. Mais dès lors qu'on n'a pas l'outil ou qu'on ne sait pas l'utiliser, on se trouve démuni. Et même si l'administration fiscale a plus tendance à prélever l'argent que de le distribuer, il n'y a rien de plus dommage que de ne pas pouvoir bénéficier d'un droit. Et puis on sait bien, notamment dans la sphère sociale, combien le non-recours au droit représente des sommes très élevées, même supérieures à celles que représentent les sommes qui peuvent être fraudées. Donc le premier levier, c'est ça, c'est de penser la complémentarité physique numérique dans une logique d'inclusion. Et l'autre moyen que je vois pour lutter contre la fracture numérique, c'est faire en sorte que l'administration soit décloisonnée à la fois sur le plan numérique et également sur le plan culturel. Sur le plan numérique, c'est de faire en sorte que l'administration communique de mieux en mieux entre elles, parce que bien souvent, lorsqu'on est une personne bénéficiaire de minima sociaux, on a tendance à solliciter le même type d'imprimé auprès des guichets des différentes administrations. Donc l'un des leviers essentiels qu'on essaie de mettre en place à travers le développement de ce qu'on appelle des applications multi-applicatives, c'est de faire en sorte que les administrations communiquent davantage entre elles et faire en sorte qu'une personne, une fois qu'elle a fourni un document, un imprimé ou renseigné une information, que ça essaime auprès de l'ensemble des systèmes de données des différentes administrations pour qu'elle n'ait plus à formuler à nouveau cette même démarche. C'est le programme qu'on appelle « Dites-nous
en une seule fois. Donc effectivement, ça c'est un progrès majeur, de faire en sorte, si la personne a réussi à s'affranchir des obstacles, d'avoir un rendez-vous, de comprendre le fonctionnement du numérique, de ne pas avoir à reformuler la même démarche auprès d'une autre administration. Et quand je parle de changement culturel, c'est de faire en sorte que l'administration intègre de plus en plus le besoin de façon native de l'usager, qu'il soit agent ou utilisateur. Parce que pendant longtemps, lorsqu'on concevait des programmes informatiques, on avait tendance à développer un cahier des charges, à faire travailler des informaticiens, et 10 ans plus tard, l'application sortait de terre, si je peux m'exprimer ainsi, et ensuite on l'a testé auprès de l'usager ou de l'utilisateur final. Mais bien souvent, ça ne correspondait pas aux besoins attendus, où il y avait des biais qu'on n'avait pas pu identifier. Et maintenant, on développe de plus en plus une méthode agile, inspirée du privé, et qui repose sur des itérations permanentes entre l'utilisateur, qu'il soit agent ou usager, et qui permet de remédier à ces travers et de faire en sorte que l'outil soit davantage désirable et davantage accessible. L'idée, à travers celle-ci, c'est de développer des interfaces les plus évidentes, un peu à l'image de ce qu'on connaît dans des outils les plus usités dans la sphère privée, et des outils qui évoluent en permanence en fonction des retours des usagers. Et pareil aussi, on a de gros progrès à faire en la matière d'accès aux personnes victimes d'un handicap. C'est vrai qu'on a encore beaucoup de applications qui sont difficilement accessibles. Donc là, il y a de gros travaux qui sont conduits et de plus en plus. Le fait de recourir à cette méthode dite agile qui permet, par le biais d'itérations successives, de recueillir les besoins des usagers, permet de développer des outils qui, de plus en plus, sont plus facilement accessibles par notamment les publics exclus. Et ça permet également de tester en temps réel les mésusages ou alors les difficultés d'appropriation de ces outils par ces publics. Donc, à mon sens, c'est un progrès essentiel. Et c'est en quelque sorte une révolution culturelle, parce qu'à quelque part, on définit le besoin, entre autres, à partir du ressenti et des besoins exprimés par nos usagers ou nos utilisateurs finaux. Et enfin, le troisième levier que je vois pour lutter contre l'exclusion numérique, c'est ce que je disais aussi précédemment, c'est de faire en sorte de faciliter l'échange de données entre administrations, mais également avec la société civile, en ayant recours de plus en plus à ce qu'on appelle l'open data, ou le fait d'offrir à des tiers des données. C'est un peu le concept d'État-plateforme. L'administration des finances publiques, mais comme d'autres administrations, on détient des données par profusion. Et c'est de faire en sorte, effectivement, les données qui sont communicables, parce qu'on est quand même tenu au secret professionnel, au secret fiscal, mais de faire en sorte que ces données soient accessibles à d'autres pour ensuite que ces partenaires puissent développer leurs propres outils. Et du coup, permettre à d'autres prestataires, on le voit par exemple, un exemple que je peux prendre, c'est en matière de transactions immobilières. On a permis, notamment aux agences immobilières, on a rendu public ces données à travers un outil qui s'appelle DVF. Et du coup, maintenant, il est très facile. Il y a des structures privées qui ont développé des outils qui permettent de connaître l'état d'un marché immobilier en temps réel à partir des transactions immobilières qui ont été transmises par l'administration fiscale. Donc ça, c'est un exemple. Et si l'administration ne fait pas cet effort, on risque une forme d'ubérisation, un peu comme l'ont connu les taxis. Donc effectivement, il faut que l'administration en permanence évolue et n'ait pas cette crainte d'ouvrir davantage ces données, dès lors qu'on n'est pas tenu à un secret quelconque, pour permettre à des tiers, en reprenant un peu l'idée de cette État-plateforme, d'utiliser ces données à des fins de développer des outils, parfois qui seront d'un usage plus aisé ou plus malléable que les propres outils qui ont pu être conçus par l'administration. Là, je prends l'exemple de la DGFiP, et ça peut être le cas pour toute administration. Il y a quelque temps, par exemple, pour ce qui est de l'accès des bourses pour les plus jeunes, il y a un outil qui a été mis en ligne, mesbourses.fr, et qui a permis de beaucoup faciliter, ou même en matière d'aide sociale. Pendant longtemps, il fallait faire de multiples dossiers pour savoir quels étaient les droits d'un bénéficiaire. Et pareil, il y a une petite application qui a été conçue, qui permet quasiment en temps réel, après avoir enseigné quelques éléments, de savoir à quelle aide on peut prétendre et selon quelle modalité. En tout cas, à mon sens, donc on ne pourra pas couper à cette évolution numérique. Si on ne le faisait pas, on resterait en marge des évolutions des sociétés modernes, et surtout, on aurait tendance à risquer d'être concurrencé par la sphère privée, alors qu'on se doit, comme je le rappelais en propos introductif, de délivrer un service public universel. Et justement, le fait de lutter, notamment à travers le maintien d'une dimension humaine dans nos rapports avec nos administrés, ça participe à rendre ce service public universel. Certes, on a une clientèle captive, effectivement, qui n'a pas la possibilité de payer ses impôts auprès d'un autre organisme, c'est une bonne chose, mais on se doit effectivement d'être accessible et d'assurer la même qualité de service à l'endroit de l'ensemble des usagers.
Et c'est pour ça que la dimension humaine, notamment dans un territoire ultramarin, me paraît essentielle. Et pour conclure, je dirais que l'avènement d'une société numérique exige que l'État lui-même s'interroge et redéfinisse les missions sans s'arrêter aux questions d'efficacité et, le cas échéant, budgétaire. Mais là, je parle un peu en tant que citoyen, donc je vous remercie et encore merci de m'avoir invité à cette nouvelle session du NEC 974. Merci, Monsieur Clichet. Je vais inviter Monsieur Pierre Reynaud, président du comité Valentin AUI, à venir nous rejoindre. Lui aussi a des mots à nous dire pour clôturer NEC 974. C'est Monsieur Degieux que je vois qui vous accompagne. C'est ça. Alors, des mots. Bonjour, Monsieur Reynaud. Bonjour. Écoutez, en fait, il y a tellement de mots que j'aimerais bien vous dire que je ne sais pas trop par quoi commencer. C'est moi qui régulièrement, depuis quelques NEC, viens parler d'accessibilité et de ne jamais oublier que pour faire de l'inclusion, il faut faire accessible. Je suis président de l'antenne régionale d'une association de personnes aveugles et malvoyantes et on est... Le plongeon qu'on fait dans le tout numérique ne doit pas être excluant ou exclusif. Et le monsieur de l'administration fiscale l'a bien dit, la dématérialisation ne doit pas supprimer l'humain parce que l'accessibilité ne sera jamais à 100% pour tout le monde. En ce moment, elle est à 2%, hein, donc on est loin. Il y a quand même une marge de progression très nette. Et je suis là un petit peu pour pousser cette accessibilité. Il y a quelques NEC, on m'accueillait gentiment, mais le sujet n'avait pas de retentissement. Il y avait un accueil poli et sympathique. Aujourd'hui, la véritable évolution, puisque c'était un peu le sujet de la table ronde de ce matin, c'est que le sujet, depuis le Covid, est rentré et devient un réel sujet, l'accessibilité numérique. C'est-à-dire le fait qu'on change un peu la façon de voir les choses. C'est pas quand le numérique est très souvent mal fait, pas adapté à l'utilisateur, et c'est pas l'utilisateur qui doit toujours s'adapter, mais on doit de plus en plus adapter le numérique, faire qu'il soit inclusif, qu'il soit simple, facile, utilisable et accessible à tous, quelles que soient les aptitudes mentales ou physiques. Très très important, hein. Il y a vraiment une situation sociale qui est en train de se dégrader aujourd'hui parce que le tout numérique exclusif est en train de provoquer une exclusion sociale terrible pour les personnes qui n'ont pas accès au numérique, et on parle de 10 à 20% de la population. Donc attention, on parlait tout à l'heure des bénéficiaires, ne pas oublier les bénéficiaires. Permettez-moi humblement d'être peut-être le porte-parole de certains bénéficiaires cet après-midi. Le confinement a isolé des gens, on n'imagine pas. Quand le lien, c'est le numérique et que le lien est cassé, on est dans un isolement, dans une solitude terrible. Donc, bien sûr, il y aura besoin de l'inclusion. Nous, au niveau de notre association, nous travaillons, on accompagne les publics éloignés du numérique, en l'occurrence les personnes aveugles et malvoyantes, mais c'est très compliqué parce qu'on travaille sur du numérique qui est, comme on le disait tout à l'heure, hein, qui est à partir d'un cahier des charges fait par un informaticien pour des informaticiens. On a tendance à oublier que les utilisateurs derrière, ils font ce qu'ils peuvent et c'est des fois très compliqué. Donc voilà, ce sera peut-être un peu décousu mon intervention, mais n'oublions pas l'utilisateur, battons-nous pour que ce numérique soit toujours plus inclusif. Le leitmotiv, c'est qu'il n'y a pas d'inclusion. Vous vous fatiguerez, vous serez toujours très frustrés, les professionnels de l'inclusion, s'il n'y a pas avant tout un outil, des produits, des environnements et des services numériques bien conçus pour les utilisateurs, quels qu'ils soient. Merci, je ne serai pas plus long. Merci Monsieur Reynaud. Merci beaucoup. Nous allons avoir la présence de Fabrice Nicole. Lui est directeur d'une coopérative, CAE Prisme. C'est l'un de nos partenaires en métropole. Et il me semble qu'il y a un lien avec le département de la Drôme en Ardèche. J'espère avoir été complet. Ou en tout cas juste. La Drôme tout court. Pardon ? La Drôme tout court. La Drôme tout court. Drôme tout court. Donc bonjour à toutes et à tous. Oui, donc très heureux, merci Daniel de l'invitation, très heureux d'être là. Moi, depuis le début des 2 jours, en fait, je lis
l'intitulé, voilà, inclusion numérique, levier culturel, économique et social. Et en fait, je trouvais que c'était un thème compliqué, que c'était pas facile à aborder. Et à l'issue des 2 jours, en fait, et de tous les rendez-vous qu'on a eus, les ateliers, les tables rondes, je tiens à remercier en tout cas sur la diversité des acteurs présents, sur la diversité des personnes qui étaient là, qui ont participé, la diversité des sujets. Et du coup, je me dis que le numérique, en fait, c'est quelque chose de très transversal et qu'à un moment donné, c'est un outil qui doit nous permettre de justement travailler sur ces leviers et qu'est-ce que ça nous amène en fait comme question, comment on se réinterroge sur l'appropriation qu'on peut faire, ne pas exclure les gens, comment intégrer. Et du coup, je trouve que le thème est essentiel aujourd'hui, m'interroge en permanence. Et je trouve que voilà, aujourd'hui, on a vu qu'il y a des problèmes de financement, il y a des problèmes de recrutement, il y a des problèmes de compétences, et que tous ces sujets sont abordés. Et la question, c'est surtout comment on va les traiter, comment on va surtout essayer de travailler de manière commune pour trouver des solutions. Et je trouve que voilà, l'inclusion numérique, ça pose la question de la révolution aussi, de l'accès. Et la révolution, c'est aussi dans les mentalités. Donc je trouve que ce qui doit ressortir et ce qui est essentiel pour moi, c'est le numérique, c'est un outil, mais que les personnes qui se l'approprient soient vraiment au cœur du projet, et notamment les usagers. Donc c'est essentiel de les replacer au centre de ça. Ça apportera de la simplification, ça apportera des solutions toutes simples et toutes faites. Donc voilà, merci en tout cas de l'accueil, merci de ces thèmes et merci de la richesse en tout cas des échanges. Voilà, merci. Merci Monsieur Nicole. Nous accueillons maintenant Monsieur Guilhem Pradalier, directeur général de la MENNUM. Bon, bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de régler ça. Je vais le prendre simplement. Non ? Je peux vous aider. Merci. J'ai certainement mal vu, mais j'étais au courant que j'intervenais en début. Daniel m'a fait une farce, il ne m'avait pas dit que je dirais un mot à la fin. Ceci dit, je suis ravi de le faire. Je pense que c'est important pour la MENNUM et pour une coopérative nationale comme nous d'être présent dans ce type de moment. Alors au-delà du timing et du sujet CNR numérique dont on a parlé pas mal de fois et des contributions territoriales qui auront lieu dans les prochains jours, je pense que il faut essayer de faire avec tous. Et faire avec tous, pour nous, ça veut dire aussi comprendre, aller vers d'une certaine manière et comprendre les spécificités de chacun des territoires. On l'a fait en Martinique, on le fait aujourd'hui avec Daniel. Et peut-être, si vous le permettez, c'est peut-être un propos un peu plus large sur les Outre-mer et sur ce que j'ai pu voir dans ces différents NEC ces quelques derniers mois. Je pense que les écosystèmes sont beaucoup plus matures que peut-être vous le pensez ou vous l'écrivez dans les différents ateliers. On voit souvent pas mal d'acteurs, métropoles, les autres hubs. Je crois que j'ai participé à 8 ou 9 numériques en commun locaux depuis 1 an et mon arrivée à la MENNUM. Moi, je suis extrêmement surpris et je suis assez optimiste de mon côté quant aux possibilités des écosystèmes réunionnais et martiniquais que je compare un petit peu d'une certaine manière pour les avoir vus il y a peu de temps. La maturité est très grande. Alors en Martinique évidemment des élus, il y a peut-être un peu moins d'organisation structurée des hubs et des acteurs de l'inclusion numérique ici. Finalement, vous avez des acteurs de l'inclusion numérique qui sont extrêmement expérimentés. Daniel était l'un des premiers sociétaires de la MENNUM et connaît ce secteur-là depuis plus de 20 ans, je crois. Je donne des dates. Les collectivités, on l'a vu, notamment la région, qu'on peut encore remercier, sont derrière et se mobilisent. Le sujet est compris. Côté public et d'une manière nationale, on le voit, il est possible de contribuer et d'aller de l'avant. Alors peut-être, tout à l'heure, Daniel rappelait mon âge aussi. Je suis jeune, arrivé depuis 1 an dans ce secteur-là, certainement avec une énergie plus forte que des personnes qui sont là depuis une vingtaine d'années. Parfois, quand je vois Daniel, j'espère pouvoir continuer dans cette optique-là. Mais je crois qu'on a quand même un moment qui est différent. Post-crise Covid, on a compris les choses. L'inclusion numérique est une évidence. Maintenant, le problème social est bien marqué partout, dans tous les territoires. Chacun comprend qu'il faut le traiter de manière différente parce qu'il n'y a pas une, mais des inclusions numériques ou des médiations numériques. Et je crois que
voilà, les quelques années qui sont devant nous seront essentielles, au-delà de ce CNR numérique et des feuilles de route qui pourront être imaginées par la suite. Voilà, on voit que sur la question de la formation et de la filière professionnelle, des avancées majeures sont en train de se jouer. Ça peut être le cas sur pas mal d'autres sujets, le dispositif conseil numérique, les hubs. Voilà, je suis donc plein d'optimisme aujourd'hui pour vous parler de cette participation. Merci à tous. Merci pour les échanges. Je rejoins parfaitement mes prédécesseurs pour dire que c'était extrêmement riche. Tout le monde était très impliqué et c'est pas partout que la participation est aussi forte et que les échanges sont aussi riches dans les ateliers. Donc encore merci et j'espère pouvoir revenir plus longtemps la prochaine fois. Merci Monsieur Pradalier. Nous accueillons maintenant Monsieur Jean-Pierre Potier, directeur de la DIDN à la région Réunion, et vous représentez, Monsieur Potier, Madame la Présidente. Alors, je vais veiller, puisque nous avons eu à l'instant un souci de réglage du micro, je vais m'assurer qu'il soit réglé au bon niveau. C'est bon ? Ça vous convient ? Si on m'entend, ça me convient. C'est parfait. Je vais mettre des lunettes, parce que sinon je vois rien. Bien, mesdames, messieurs, donc, alors Norman Omarjee vous prie de l'excuser. Il m'a demandé donc d'intervenir pour la clôture de cette 5e édition du NEC. Mes remerciements à l'organisation depuis ces 5 ans. À chaque fois, en tout cas, tout se passe très très bien. Moi, ce que je retiens, c'est que de façon un peu générale, on a beaucoup fait avancer ces questions, je pense, depuis 5 ans ensemble. Pour moi, qui pilote des politiques publiques, je trouve que quand l'État met en place des politiques publiques en lien avec les acteurs locaux, les acteurs régionaux, on voit que ça permet vraiment de démultiplier en fait les moyens et que ça nous permet, alors je prends l'exemple du pass numérique qu'on a mis en place, ça nous permet où l'État a financé à 50%. Pour nous, acteurs locaux, c'est plus simple de convaincre nos décideurs. Moi, j'ai d'autres exemples. Je gère aussi le secteur de l'audiovisuel et on a des conventions triennales avec le CNC où c'est très intéressant aussi parce qu'on vient en cofinancement. Mais malgré tout, la question, la mise en œuvre des politiques publiques se fait localement. Et ça, je trouve que c'est très important. Dans certains autres secteurs, ce n'est pas toujours le cas et moi, je ne peux qu'encourager l'État à poursuivre dans cette voie sur la question de l'inclusion numérique parce que je pense que c'est dans ces partenariats qu'on trouve quelque part l'efficience de nos politiques publiques. Je voulais juste revenir sur les passes, vous dire quand même que depuis, on l'a vu dans l'atelier passes, mais depuis 2021, depuis 2020 qu'on a mis en place ces passes, mais surtout depuis 2021, on a déjà scanné 8000 passes. Cette année, on est à 3300 et que surtout, on a une forte augmentation de l'utilisation des passes numériques depuis quelques temps, depuis qu'on a ouvert un peu notre cadre d'intervention et qu'on a permis donc on va dire un assouplissement d'un certain nombre de dispositions. J'ai pris quelques notes là au fur et à mesure que les ateliers sur les personnes donc rapportaient ce qui s'était dit dans les ateliers. Je voudrais faire un petit point un peu sur à la fois faire le lien et puis peut-être dire ce que la région pourrait faire ou ce qu'on fait déjà. Alors il y a la communication qui a été évoquée sur l'atelier sur la visibilité des structures. Donc, je pense qu'elle a commencé, mais il y a une campagne de communication qui est en cours, à la fois en matière de spot radio, qui passe au cinéma sur les passes numériques. L'idée, c'est bien aussi de communiquer vers le public en n'utilisant pas justement forcément que le numérique. Et c'est ce qui avait été préconisé dans l'atelier. Donc, je suis assez heureux de vous annoncer que cette campagne de communication est en cours. Le deuxième point, c'est pour moi la nécessité d'élargir les partenariats au niveau des financeurs. C'est vrai que Daniel le dit souvent, on est pour l'instant, en tout cas en termes de collectivité, la région est intervenue, mais je vois que d'autres collectivités mènent des actions. J'ai souligné Daniel le disait, la présence aussi du département hier en ouverture et je pense que la solidarité c'est au cœur des compétences du département et je pense que là on a des choses à faire. On a échangé dans le cadre d'un autre atelier sur
la question un peu de mettre en place une conférence des financeurs. Et je pense que ça serait intéressant qu'on essaye de mutualiser les choses, peut-être aussi avec des acteurs privés. On a parlé de banques qui prenaient des initiatives à ce niveau-là. Je pense que le territoire est mature pour aller un peu au-delà des actions individuelles portées par chacun et peut-être mettre en place quelque chose de plus collectif. J'ai entendu aussi qu'il manquait sans doute un diagnostic du territoire globalement sur l'inclusion. Il y a une enquête, une étude qui a été présentée de l'IRTS, je crois, et je pense que la région pourrait porter, financer un diagnostic un peu plus complet, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de mal finalement à évaluer. On parle d'illettrisme, on parle d'électronisme, mais on a peu de chiffres, des chiffres peut-être un peu anciens, et je trouve que ce diagnostic du territoire sur l'inclusion mériterait d'être conduit pour qu'on ait des données peut-être pour le prochain NEC. On a parlé aussi des tiers-lieux, et je voulais porter à votre connaissance aussi une initiative, alors au départ de l'État, à travers un appel à projet qui s'appelle Définov, et qui l'État a proposé à la région donc de venir mettre en place un appel à projet sur les tiers-lieux pour que en fait ces tiers-lieux puissent s'organiser avec des organismes de formation pour proposer de délivrer des formations dans ces tiers-lieux en proximité. Et je pense que ça peut faire écho à les questions qu'on a pu entendre sur les tiers-lieux, peut-être sur leur modèle économique. Et donc, il y a quand même un budget d'1,3 million qui va être consacré à cet appel à projet, avec une première vague qui devrait être lancée. Alors, le rapport passe en commission permanente vendredi. Donc, et on devrait lancer l'appel à projet, je pense, au 15 décembre. Il sera ouvert jusqu'au 31 mars. Mais voilà, il y aura une deuxième vague, sans doute, en fin d'année 2023. Mais ce sont des opportunités pour aussi accompagner et diffuser la formation globalement au numérique. Alors, ce n'est pas que sur le numérique, cet appel à projet, mais en tout cas, ça peut en faire partie. Sur l'accompagnement des professionnels, alors j'ai bien entendu les questions d'accessibilité sur les sites développés par les prestataires du Cap Numérique. Donc le chèque numérique est devenu le Cap Numérique. Alors c'est quelque chose c'est des points sur lesquels on est vraiment, cette question d'accessibilité qui a été reprise aussi par Pierre Reynaud à l'instant, c'est des choses aussi sur lesquelles on est relativement sensible au niveau de la région, et je pense que ça fait partie des réflexions qu'on a. Alors à la fois dans des objectifs, on est en train de travailler sur une stratégie un peu à horizon 2030, et on voudrait inscrire un peu un objectif sur cette question d'accessibilité, au moins des services publics locaux. Et puis pour les prestataires du Cap Numérique, il faut qu'on travaille peut-être à une labellisation de ces prestataires. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a laissé relativement ouvert ces prestations. Donc, il faut peut-être qu'on ait des réflexions avec vous sur ces questions-là. Sur l'accompagnement des professionnels, j'ai eu il n'y a pas longtemps aussi un échange avec la CCI sur cette question aussi du diagnostic chez les professionnels autour du numérique, et puis du coaching, en fait, c'est-à-dire de l'accompagnement au-delà du financement de prestations qu'on fait à travers le Cap Numérique. Peut-être un dernier petit point, on a un peu parlé de cybersécurité. Je voulais aussi vous dire qu'on travaille sur ce sujet au niveau de la région, notamment on est en train de travailler avec l'ANSSI pour mettre en place un centre de ressources sur la cybersécurité. Là encore, il y a le rapport de principe qui a été voté en commission permanente la semaine dernière, et on devrait mettre ce centre de ressources sur la cybersécurité en place, je pense, l'année prochaine. Alors bien sûr, là, j'ai rebondi à chaud. Il y a des propositions qui sont déjà en cours, d'autres que je partagerai avec le vice-président et avec mes collègues pour qu'on puisse les mettre en œuvre. En tout cas, bon, à titre personnel, moi, je continuerai bien sûr à poursuivre le développement de projets dans le domaine de l'inclusion numérique, et vous pouvez compter sur mon engagement. Merci encore pour l'organisation de ce NEC, et puis je vous souhaite à tous une bonne continuation. Merci. Merci Monsieur Potier.
J'accueille au micro Monsieur Olivier Sébastien, vice-président de l'Université de La Réunion. Bonsoir, Monsieur Sébastien. Bonsoir à toutes et tous. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Tout d'abord, je voudrais excuser le président Frédéric Miranville qui malheureusement n'a pas pu nous joindre. La période est très chargée. Mais en tout cas, nous sommes contents effectivement de pouvoir participer à un événement aussi beau. Et je tiens à remercier vivement tous les organisateurs et en particulier bien sûr Daniel. Daniel, franchement, bravo pour cette belle réussite. Quelques mots donc effectivement sur l'actualité très riche de ces 2 journées qui ont été extrêmement fructueuses. Je suis très fier d'ailleurs que plusieurs collègues de l'université aient pu y participer. C'est là qu'on aurait aimé pouvoir être clonés de façon à pouvoir assister à tout ce qui se passe en parallèle. Et si je devais synthétiser un petit peu les éléments, j'ai bien noté effectivement le besoin de formation peut-être aux interfaces, à l'interconnexion de différents domaines. On a beaucoup parlé, par exemple, dans le cadre de l'accessibilité numérique, de la difficulté de trouver les compétences pour rendre les systèmes accessibles. Donc effectivement, ça, c'est un travail de longue haleine, puisqu'en fait, il faut former les développeurs, mais il ne faut pas les laisser tout seuls. Il faut aussi créer finalement des personnes qui soient aux interfaces entre les usages. Donc ça, c'est quand même une mission palpitante d'ailleurs de l'Université de La Réunion et nous souhaitons y contribuer. Donc j'espère à la prochaine édition de NEC 974 2023 pouvoir annoncer des éléments là-dessus. Et on y travaille d'ailleurs avec Pierre que je salue au passage. Il y a un autre élément également qui peut nous aider dans la concrétisation de nos travaux, c'est la recherche. Je pense qu'il ne faut pas oublier l'apport de la recherche puisque au cours des différents échanges, nous avons vu qu'il y a clairement beaucoup de facteurs qui entrent en compte. Et il se trouve que justement, la recherche permet de disposer de méthodes et d'outils pour faire ces analyses multifactorielles et trouver des solutions qui correspondent, bien entendu, à ces systèmes complexes. On est face à des systèmes complexes. Donc là-dessus, n'hésitez jamais à aller discuter avec des collègues chercheurs de l'université. Certes, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Il faut donner du temps à la recherche. Et on a vu pendant la crise Covid que c'est quelque chose qui n'est pas instantané. Mais c'est comme ça qu'on va pouvoir aboutir à des solutions qui non seulement vont répondre aux problématiques, mais en plus qui vont permettre de répondre de façon très très large, à la limite de régler plusieurs problèmes en une fois. Je vais vous donner un tout petit exemple pour illustrer cela, en parlant justement de l'accessibilité des documents PDF. Donc ça, c'est assez courant, on reçoit des pièces jointes PDF, et malheureusement, souvent, ce ne sont pas des documents accessibles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce sont des images qui ont été scannées, et dans le fichier PDF, vous avez finalement des photos de documents. Là, bien sûr, quelqu'un qui a un lecteur d'écran ou une plage braille ne peut pas savoir ce qu'il y a dedans puisque c'est une image, à moins de recourir à des dispositifs de reconnaissance de caractère. Mais il se trouve que si on résout ce problème, c'est-à-dire que si on garde un texte au format texte, eh bien, non seulement le document devient accessible, on crée du service puisqu'on va pouvoir faire des recherches par mots-clés. La machine va pouvoir indexer ce qu'il y a dans le document. Et en plus, on va réduire l'empreinte écologique du stockage de ce document, puisqu'on va avoir un document qui est plus léger au format texte que s'il avait été au format image. Voilà. Une amélioration, 3 conséquences qui vont dans le bon sens de justement cette analyse multicritère. L'Université de La Réunion donc sera engagée sur cette cause-là. On essaie d'ailleurs de plus en plus de monter des projets qui soient multifactoriels. Le dernier en date s'appelle Protecteur. Alors le UR à la fin du mot protecteur, c'est justement Université de La Réunion. Et c'est un projet qui vise à réduire justement notre consommation énergétique, mais qui prend en compte tous ces aspects-là, notamment l'aspect accompagnement, l'aspect formation. Et c'est quelque chose qui va passer au CA, au Conseil d'administration, de lundi prochain. Donc voilà, des petits exemples qu'on espère partager avec vous prochainement sur cette analyse et cette approche multifactorielle de la façon de gérer des problématiques. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite de nous retrouver en 2023 pour le prochain NEC. Merci. Merci, Monsieur Sébastien. On attendait Monsieur Jean-Pierre Tomassini, Jean-Jacques, pardon. Il s'est excusé. Il avait 2 gros dossiers sur lesquels il travaille. Il nous a prévenu qu'il ne serait pas là. Donc, ainsi se clôt NEC 974 édition 2022. Non sans donner la parole
à Daniel Mambrive. Oui, en fait, Jean-Jacques, c'était soit ses dossiers, soit il partait pas en vacances ce soir. Il a fait un choix. Mais je vous disais de rester en place parce que décembre, on a déjà, en octobre, on a commencé à nous mettre des décorations de Noël. Donc c'est Noël. C'est Noël, ça veut dire que j'ai quelques cadeaux. J'ai quelques cadeaux pour le père. Il m'a envoyé la liste, le Père Noël, pour ceux qui lui avaient été écrits. Il en ressort que Jean-Pierre, il va falloir que tu viennes. J'ai joué longtemps le rôle de Père Noël. Je n'avais même pas la barbe, mais on me prenait vraiment pour le Père Noël. Je me déguisais régulièrement. Et je vais... Pour l'ensemble des travaux que nous réalisons depuis des années, quand je parlais de ceux qui étaient là depuis 2018, il était là et bien avant. En fait, Jean-Pierre, c'était 2002 et le début des cyberbases, le début de notre rencontre et nos travaux. T'as blanchi, moi je les ai perdus, les cheveux. On a perdu un petit peu quelques kilos, mais on est encore là et on va essayer de vous accompagner le mieux possible. Mais Jean-Pierre, pour l'ensemble de l'œuvre et pour le service, je te remets la plaque commémorative de la 5e édition avec les collègues pour toi, les collègues qui sont là. Et on n'oublie pas Nathalie Collienne qui fait un gros travail aussi dans l'équipe de Jean-Pierre. Merci à vous. Quelqu'un d'autre à appeler? Oui, bien sûr. Oui. Garland était au début, dans le froid de Mende. Tu viens nous rejoindre, s'il te plaît, Garland. Jean-Pierre, Garland, je vais avoir la bise. Hein. Je t'ai pas fait la bise, mais Garland, je lui fais la bise. Garland, pour tous les échanges que nous avons, pour tous ceux que nous allons avoir, je te remets la plaque commémorative. Voilà. Merci. Et la dernière, et non la moindre, sera remise à notre nouveau partenaire qui nous permet, je pense, à beaucoup de gens qui ont participé à cet atelier hier de l'inclusion numérique et coopération journal, de pouvoir travailler, on l'espère, dans la zone, de faire une première. Je ne sais pas s'il y a une RUP qui a fait quelque chose en inclusion numérique avec ses voisins. Donc Marcel, si tu veux bien emporter avec toi cette plaque, ça fera peut-être une bouteille de rhum au moins dans les bagages. Parce que comme il est mauricien, enfin, comme il est de Maurice, on se taquine à chaque fois pour dire que notre rhum est meilleur que le leur. Voilà. Et là, quelqu'un qui effectivement était depuis 2018 avec nous, bien avant. Notre rencontre remonte au début des années 2000 pour des rencontres mondiales du logiciel libre décentralisé, pour des journées d'accessibilité, pour des journées de reconditionnement. Pierre, je te remets une plaque. Ne bouge pas, je t'en prie. Voilà, elle est pour toi. Tu me dis si elle un petit peu accessible pour toi qui est un expert. Voilà. Dans pas longtemps, elle va nous faire. Merci, Pierre. Monsieur Cliché? Ben oui, pour le partenariat aussi avec la DRFIP qui a été initié par quelqu'un qui a mis à l'honneur hier M. Sister, c'est-à-dire Dany. On continue ce partenariat. On insiste, parce qu'on est tenace, vous avez remarqué. Et donc, contrairement à ce que nous disent à chaque fois dans les copiles, les Donadio et autres, il va falloir qu'un jour vous donniez de l'argent, au lieu de nous le prendre à chaque fois. Voilà, merci. Voilà, merci. Tu céderas pas? On te fera taper. Voilà. Ensuite, nous avons quand même des personnes que vous avez vues. Je disais qu'elles étaient un petit peu pâles encore, parce qu'effectivement, on découvre la région. Clarisse, si tu veux nous rejoindre, s'il te plaît, pour l'ensemble de ton œuvre et celle qui va continuer grâce à ce kit pour le Conseil national de la refondation, tu feras bisquer les autres au bureau en me posant ça dessus. Merci à toi.
profiteur. C'est le privilège de l'âge. Et puis, elle est en train de s'acclimater. Constance, si tu veux bien nous rejoindre. Elle est partie. J'ai plus de chances de la revoir avant vous. Donc je lui remettrai. On a déjà remercié l'an passé des chevilles ouvrières qui travaillent depuis des mois, dont on vient de parler, par exemple. On avait travaillé à la DRFIP. Je l'ai kidnappée, elle ne veut plus nous quitter. C'est Dani Fantino pour l'ensemble de son œuvre. Vous l'avez vu, elle vous a aidé, elle a participé à des ateliers. Et alors, l'année dernière, vous avez eu les dames qui nous ont accompagnés avaient eu des trucs, nous étions tout fiers avec nos gravures laser, plexi et tout. Le plastique, ok, c'est peut-être fantastique, mais c'est pas très écolo. Et c'est pour ça que cette année, on a fait des choses en bois. C'est trop gentil. Ouais, merci. Il y a Christine, bien sûr. Alors elle m'a subi pendant des mois parce que cette organisation qu'elle mène de main de maître, il fallait toujours que je mette mon grain de sel. Ça l'embêtait, mais merci encore. Et donc pareil, elle avait fait la même remarque que Dany, le plastique, tu peux le garder. Et donc avec les équipes, on a concocté quelque chose qui est un peu plus écolo. Merci. Mais c'est pas fini. Le Père Noël cette année, on a quand même des partenaires. Fabrice a parlé tout à l'heure. Il voit Garland embarquer la plaque. Quand même, il mérite aussi quelques remerciements de notre part. Et donc, il sera, lui, récipiendaire de la plaque, la fameuse plaque écolo. Tu fais des bises, fais la bise. Super. Nous avons des gens qu'il nous faut remercier. On ne le fait pas assez souvent. Ils nous accompagnent. Je les ai cités, mais pas remercier, avec quelque chose de commémoratif. Serge Meurgue a-t-il eu le temps de revenir? Oui, merci, bravo Serge. Donc, pour tout ce partenariat, pour toutes ces réflexions avec la SPL AFPA, j'ai vraiment le plaisir de remettre ce petit souvenir à Serge pour l'ensemble des travaux de ces... D'autres le connaissent aussi bien que moi. C'est la cheville ouvrière et de l'ombre de l'AFPA pour la définition des titres, l'accompagnement dans les titres ou autres. J'aurais dû commencer par une dame. Cathy Fontaine. Ah ben oui, Cathy Fontaine, c'est une vieille histoire. Ah non, pardon. Ça vous regarde pas. Je vais vous la raconter quand même. Non, mais pas trop. Une nuit entière, nous avons travaillé dans un gymnase, mais on était surveillés par Fabien. Et c'était le début de l'aventure Web Cup. Effectivement, Cathy était là. Oui. 4 lignes de 20 mégas ADSL, il n'y avait pas mieux à La Réunion. Cathy nous a prêté ça pour réussir cette première Web Cup dans le gymnase qu'on avait obtenu à la possession. Cathy, pour tout ça, voilà. Tu voulais? Non. Et puis Myriam. Myriam pour l'IRSAM, bien sûr. Myriam pour l'IRSAM, c'est aussi un travail. Nous allons... Allez, on dévoile tout. Un appel à projet, on ne dévoilera pas encore la teneur. Nous sommes en train de répondre à un appel à un projet privé. Une fondation privée. Ce n'est pas la Fondation Orange, donc il y en a d'autres, heureusement. Non, Fondation Orange, merci. On va en parler dans un instant. Nous sommes en train de répondre à un appel à projet ensemble. On a déjà beaucoup travaillé. Eh ben, vous imaginez qu'avec Myriam et ses collègues, c'est autour de l'accessibilité numérique. Voilà, merci. Il y avait aussi, normalement,
comment s'appelle-t-elle? Christelle, moi je connais que les prénoms. Christelle, Chan, la présidente du CRIJ. Est-ce qu'elle est dans la salle? Non. Bon, on va lui faire parvenir parce que oui, Samuel va lui remettre. Vous le mettra au bureau. Hein. C'est pour vous tous. Pourquoi pour vous tous? Le CRIJ était présent sur toutes les tables rondes, tous les ateliers et à tous les comités de pilotage de ce NEC 974. Merci au CRIJ. Samuel, vas-y. Et puis, nous en reste un. Je sais qu'elle n'est pas là. Et tu ne vas pas lui remettre. C'est pour Laurence Rézac de la Fondation Orange. Franchement, d'autres peuvent en témoigner. La Fondation Orange et Orange Réunion Mayotte, on va dire que c'est les privés. De mon côté, je ne sais pas, hein, si Fabien, comment tu... il dit numéro 1, bien sûr. Vous êtes les numéro 1 dans notre accompagnement, nous, les structures d'inclusion associative. Donc Laurence, j'irai lui porter voilà, à son trophée. Et puis, non, c'est pas vrai. C'est celui que j'ai dû fabriquer moi-même. Bon, voilà. Et puis, on va le laisser sur la table. Je sais pas. C'est quand même pour l'équipe technique du MOCA qui nous accompagne, qui court quand on a perdu une télécommande, un machin, un truc, qui nous branche les câbles quand il faut et tout. Je pense que il fallait les remercier. Alors les autres, non. Les autres, on sait qu'ils ne sont pas là. Merci. Ce sont nos sponsors, Lavasa, Carrefour, Yafpar. On pourrait peut-être le donner à la filière boulangerie. La filière boulangerie de l'AFPAR. Serge, si tu veux leur remettre, ou s'ils sont présents. Voilà. Merci. Voilà, Serge, merci, tu les remercies. Super. Voilà. Alors après, alors là, vous avez vu, en 2019, on avait mis des noms d'anciens collègues du Conseil de la Culture ou autre. Là, j'ai fait mettre des noms des acteurs principaux. Place Société Numérique, qui est dirigée par Pierre-Louis Roll, dont parlait tout à l'heure Guillaume, et qui va se faire un plaisir d'embarquer tout ça dans sa valise pour aller le remettre. Déjà, il va en garder une chez lui, c'est la Mednum. Société Numérique, Pierre-Louis Roll. Bon, tu embarques tout. Voilà. Et vous l'avez vu dans les appels à projets, dans les compléments, dans les abondements de plans ou autres, c'est celui-là. C'est celui-là. En fait, le bras financier de tous ces programmes mis en place par Société Numérique, c'est toujours la Banque des Territoires. Et Nicolas Turca, qui s'occupe particulièrement de nous, Guillaume fera le messager. Voilà, merci. Alors Guillaume, il y a un truc, on a un challenge, c'est que demain, à 9h Paris, 12h pour moi, je serai en visio et il a comme challenge de mettre ça parce qu'il va ouvrir Parlons Inclusion Numérique numéro 9 à Paris. Et promis, je le ferai. Et je serai certainement fatigué après les 10 heures de vol, mais on aura une pensée pour vous. Merci. Qui devait agiter NEC 974, le petit panneau pour faire les photos et tout. Il veut encore passer pour un sérieux dans l'inclusion numérique. Bravo Guillaume déjà pour tout ce que tu as fait en si peu de temps et tout ce que tu as dans les tablettes. Il est intarissable de projets ou autres. Il a mis en relation... Enfin, il a pris des idées ici, les camions, les ceci et cela. Il a déjà mis en relation avec des structures nationales, d'autres hubs ou autres, pour fabriquer encore plus de communs. Merci Guillaume. Les surprises s'achèvent. L'événement NEC 974 n'est pas tout à fait terminé puisque nous sommes invités à nous retrouver autour d'un cocktail qui vous attend sur les extérieurs.
Je profite d'avoir encore la parole et ma voix qui résonne dans les différentes enceintes pour remercier toutes celles et ceux qui ont travaillé dans l'ombre ou la lumière de cet événement, celles et ceux qui ont fait le déplacement depuis la métropole ou encore de l'île Maurice ou d'ailleurs. Merci à tous pour votre attention, votre présence, votre mobilisation lors des différents ateliers, tables rondes ou autres conférences. Merci pour les restitutions. Merci pour ces 2 jours passés ensemble. Clap de fin sur NEC 974, 5e édition du nom. J'étais ravi de partager tous ces moments avec vous. Bonne poursuite de soirée et bon retour à celles et ceux qui prennent l'avion.